Au Burkina, l'on compte près de 10 000 enfants en situation de rue. 18,8% d'entre eux sont des enfants talibés. Ces chiffres posent avec sérieux la question de la protection de ces enfants. Un atelier de l'association Tabital Andal a abordé le sujet à Douri dans le Sahel. On en parle. Reprise des cours aujourd'hui pour les scolaires, mais dans un contexte Covid-19 qui présente certaines inquiétudes. 75 nouveaux cas confirmés avec 1740 sous-traitements à la date du 3 janvier. Nous avons dépêché une équipe dans quelques établissements pour constater les dispositifs barrières au virus. Et puis enfin, au Mali, 2 soldats français ont été tués samedi dernier au cours d'une attaque. Ces actions extrémistes à répétition pourraient prendre fin à travers une démarche de négociation appropriée, foi de l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce journal. Comme il est de coutume, chaque premier mardi du mois, le président du Faso a assisté ce 5 janvier à la première montée des couleurs de l'année 2021 au palais de Kosiam. Cette cérémonie solennelle qui a réuni personnel civil, militaire et paramilitaire de la présidence se veut un instant de communion autour des valeurs de l'emblème suprême du pays. Et pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le respect du drapeau est un acte important. En prenant part à cette cérémonie de montée des couleurs, il a invité l'ensemble des Burkinabés à l'union autour des valeurs qui fondent le vivre ensemble des populations burkinabées. La question de la protection des enfants talibés et celle de la cohésion sociale abordée au cours d'un atelier, je vous en parlais en titre. Une prise en compte des besoins de ces enfants s'impose. Ce cadre d'échange avec les maîtres coraniques a eu lieu mardi donc à Douri dans le Sahel. Une collaboration entre le ministère en charge de la solidarité nationale et l'association Tabital Andal. Mamit Rena Kamabo pour en parler. Le Burkina Faso compte 9 313 enfants en situation de rue, dont 7 564 garçons et 1 749 filles. Les enfants et jeunes en situation de rue provenant des foyers coraniques représentent 18,8%. L'objectif de cet atelier est de contribuer à une meilleure protection et promotion des droits des enfants talibés. Je me félicite qu'au niveau de ces maîtres coraniques, et sous l'instigation, je le dois le dire aussi, du ministère de l'Action sociale, ce mouvement qui consiste à prendre en compte le bien-être des enfants, à faire en sorte qu'ils jouissent de leurs droits. Comme je l'ai dit dans le discours, c'est des enfants burkinabés, c'est nous qui les avons mis au monde, ils ont des droits. Nous avons le devoir de les protéger parce qu'ils sont plus faibles que nous. Et je souhaite que tous, nous puissions tirer dans le même sens. Il n'y a pas la même compréhension de ce que c'est qu'une école coranique, de comment les enfants peuvent être traités. Mais si tout le monde part du fait que ces enfants-là doivent être le mieux traités possible, je pense qu'on n'aura pas de problème pour s'entendre. Initié par l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel, les échanges de la présente rencontre ont porté sur les dynamiques de la mendicité des enfants, le renforcement des connaissances sur l'islamique et les droits de l'enfant. Des informations sur la protection de l'enfant et les actions mises en œuvre à l'endroit de cette couche sociale ont été également données. On a créé ce cadre de concertation pour permettre quand même seulement le maître coranique et le ministère de s'asseoir ensemble, essayer quand même d'échanger et trouver un terrain d'entente sur ce qu'ils font quand même tous les jours. Parce que le ministère et le maître coranique, ils sont inséparables. Donc personne ne peut rentrer entre eux. Mais si arrivé à un moment donné, le programme que vous avez pris ensemble, il y a des choses qui dérapent un peu, c'est mieux quand même que vous vous asseyez, essayez quand même de discuter et voir des côtés qui n'ont pas marché, voir comment au moins redresser ces côtés-là. Et voilà pourquoi l'association a entrepris cette démarche-là pour quand même échanger avec 400 maîtres coraniques, 100 à Diabobo, 200 à Ouagadougou et 100 à Douri. Et au regard de la pertinence des sujets, les attentes sont multiples. Nos attentes sont qu'on puisse adopter des comportements qui sont dans le sens de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant pour assurer vraiment le plein épanouissement des enfants dont ils ont la charge en tant que maître coranique. Et également contribuer à sensibiliser parce qu'aujourd'hui on n'échange qu'avec 100 maîtres coraniques. On sait qu'il y en a plus dans la région.
que chacun dans son milieu de travail, milieu d'intervention, puisse travailler également à ce que les messages qui seraient donnés aujourd'hui puissent être partagés avec l'ensemble des maîtres coraniques pour que nous puissions avoir un changement, une amélioration dans la protection de l'enfant dont ils ont la charge. Ces 100 maîtres coraniques du Sahel ont aussi renforcé leurs connaissances sur la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent au cours de cet atelier. Avant de poursuivre ce journal, cette information qui vient de nous parvenir, Christophe Marie-Joseph Dabiré a été reconduit au poste de Premier ministre du Burkina. Cette actualité sera développée en long et en large donc dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui, 5 janvier, que les cours ont repris pour les scolaires après les congés du premier trimestre et ce, dans un contexte où le Covid-19 gagne du terrain. Une équipe de la télévision Truth TV a fait le déplacement de quelques établissements pour vous montrer les mises en place barrières de la maladie. Image dans ce reportage signé Abdourahmane. Nous sommes à l'école primaire publique de Dagnouin. Situation sanitaire oblige, les élèves s'adonnent à l'exercice du lavage des mains avant d'accéder à la salle de classe. Depuis quelques jours, l'on assiste à une augmentation du nombre de cas de contamination du Covid-19 dans le pays, chose qui implique le respect strict des mesures barrières, selon le directeur de l'école. Pourtant, le port de cache-nez reste un problème dans cet établissement, selon ses responsables. Voilà, nous avons reçu des cache-nez qu'on a distribués aux enfants. Et effectivement, les enfants les portaient en classe jusqu'à un mois par là. Bon, vu peut-être la qualité des cache-nez, il y a des cache-nez qui n'ont pas pu, les enfants qui n'ont pas pu tenir correctement les cache-nez. Voilà, il y a d'autres, les fils se sont cassés, c'était pas ça. Le souhait, si le ministère pouvait encore accompagner les écoles avec des cache-nez, ça allait être vraiment l'idéal. Voilà. Mais au cas où on ne sait pas possible, nous allons demander aux parents de trouver des cache-nez pour les enfants et vraiment ça va aider les écoles. Pour le directeur de cet établissement, le respect des mesures barrières par les élèves engage aussi la responsabilité des parents qui doivent prendre leurs responsabilités pour assurer la protection des enfants. Le cache-nez en lui-même ne coûte pas très cher, mais le fait qu'on a habitué les parents à la gratuité, beaucoup de parents s'attendent à ce qu'on donne tout. Et moi, personnellement, j'ai eu à payer un cache-nez hier à 200 francs. Parce qu'il y a des parents qui manquent 200 francs pour payer un cache-nez à leur enfant. Mais ils attendent à ce que le gouvernement donne. Et je crois que c'est par la sensibilisation que nous pouvons arriver effectivement à convaincre les uns et les autres que la santé n'a aucun prix. Au lycée Bogodogo, les premiers responsables disent mettre les bouchées doubles pour assurer le respect des mesures barrières. Vu dans les salles de classe, nous avons fait un tour pour rappeler aux élèves là l'observation stricte des mesures barrières. Et nous avons également une directive du ministère à ce sujet, nous demandant de veiller à ce que l'application soit de mise. Donc dans toutes les 17 salles de classe, nous avons fait le tour, nous avons commenté la directive, nous avons sensibilisé les élèves, nous les avons interpellés là-dessus. Madi Compaoré a aussi insisté sur la responsabilité des parents et des associations de parents d'élèves. Il a aussi invité les enseignants à être des éducateurs pour les élèves afin de relever le défi. Et à propos du Covid-19, justement, un grand nombre de cas de contamination a été enregistré au Burkina à la date du 3 janvier dernier. Je vous en parlais en titre, 75 nouveaux cas confirmés avec 1740 sous traitement. Un rebond de la maladie qui inquiète les Ouagalais. Il s'exprime dans ce micro-trottoir. Ils sont multiples. C'est manque de respect du port de cache-nez. Et puis pour laver les mains aussi, les gens aussi négligent ça. Donc je crois que c'est ça aussi. Les causes, c'est, les élections présidentielles qui se sont déroulées en novembre. Voilà, donc lors des campagnes électorales, on a remarqué que il n'y avait pas de respect des mesures barrières. Voilà, donc il n'y avait pas de distanciation. Voilà, les manifestants ou certains hommes politiques même, ne portaient pas de cache-nez et tout. Voilà, moi je pense que c'est l'origine. On demande que les gens ne respectent plus les mesures barrières. Bon, quand on arrive dans les services, on trouve que les lave-mains, il n'y a même pas d'eau dedans, il n'y a plus de savon. Bon,
voit que la distanciation n'est plus respectée. Bon, donc, c'est l'ignorance de la maladie, la négligence de la population. Et c'est pour cela que la maladie a pris d'amples envergures. Et que, en ce qui concerne les mesures barrières, qu'il faut fermer peut-être les établissements, les marchés, bon, faire un reconfinement. Je dirais que c'est pas bon. Personnellement, c'est pas trop nécessaire parce qu'il faut juste la sensibiliser la population pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Voilà, afin que cette pandémie ne puisse pas se propager encore davantage. C'est peut-être amener les gens à porter des cache-nez, par exemple, à essayer de respecter la distanciation. Sinon, la fermeture des écoles, des marchés et tout, non, moi je ne crois pas ça. Si ça continue de progresser, en tout cas, cela peut arriver et ça ne nous arrange pas. Ça n'arrangera pas autant la population que l'État. On n'a pas peur de ça parce que c'est des choses qui n'arrangent personne. Comme le couvre-feu, ça n'arrange pas les gens. Bon. Et ça, c'est une autre forme de maladie encore. Des commentaires recueillis par Abdourahim Tapsoba et Chérif Yanogo. Autre actualité, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a fait le bilan de ses activités menées durant les 24 derniers mois. La responsable de l'institution était face aux hommes de médias ce matin. Une rencontre au cours de laquelle il était également question de donner des précisions sur la mutation de la structure. On en parle avec Serge Badou. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales devient l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres en sa session du 7 octobre dernier. Un changement des dénominations, mais aussi de statut qui confère de nouvelles prérogatives à l'institution. L'appui technique est véritablement important et sous la forme de fonds permanent, de fonds d'une façon générale, le fonds permanent ne peut pas faire de l'appui technique. Vous voyez que généralement ça c'est la prérogative des agences. Et c'est pourquoi, comme cela a été accepté par les ministères de tutelle, que nous puissions accompagner techniquement et de façon continue les collectivités territoriales sans pour autant remettre en cause la maîtrise d'ouvrage laissée aux collectivités territoriales, il a été donc jugé nécessaire qu'on puisse reformer le FPDCT pour en faire une agence. Une rencontre avec les hommes de médias qui était également l'occasion pour Bruno Dipama de faire le bilan des actions menées depuis son arrivée à la tête du Fonds permanent pour le développement des collectivités le 28 décembre 2018. Donner de la visibilité, de la notoriété au FPDCT. Et pour cela, nous avons organisé tour à tour un atelier d'immersion au profit des professionnels des médias et ensuite une caravane de 2 semaines au profit des mêmes professionnels des médias à travers les 45 provinces de notre pays. Mais aussi, nous avons conclu des conventions avec les organes de presse. Troisième défi, augmenter le portefeuille des projets en faveur des collectivités territoriales. Entre 2019 et 2020, il y a 3 projets qui se sont ajoutés au portefeuille déjà existant des projets en faveur des collectivités territoriales gérées par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Autre objectif atteint, la mise en place d'un meilleur suivi des projets financés par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à travers des missions de suivi terrain et le renforcement des capacités des agents de la structure. Au total, 17 sessions de formation ont été initiées au profit de ces derniers. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWeb accuse les collectivités locales de ne pas tirer profit des investissements du 11 décembre. Après une étude menée sur l'impact justement des investissements de cette fête nationale depuis 2007, le CIFOWeb estime que le taux de recouvrement fiscal est en deçà des attentes au regard des réalisations et des activités économiques qui sont créées. On en parle avec Abdourahim Migné. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, la politique de célébration tournante de la fête nationale
a eu un impact peu satisfaisant sur le budget des collectivités qui ont bénéficié des investissements. C'est le résultat de l'étude du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWEB qui est basé sur l'évolution du recouvrement budgétaire de ces collectivités. S'il y a un certain nombre d'investissements, d'infrastructures, en principe cela doit conduire à un développement de l'activité économique et donc à l'élargissement de la matière fiscale et par conséquent, les budgets de ces communes-là devraient ressentir l'effet. Et dans cette analyse, on a constaté qu'il y a certaines taxes qui se sont améliorées, mais il y a d'autres qui ne se sont pas améliorées. Et c'est surtout la commune de Gawa où on a constaté que pour l'ensemble de ces taxes considérées, le résultat est globalement positif. Pour les autres, c'est souvent certaines taxes se sont améliorées, mais d'autres n'ont pas véritablement bougé. Le CIFWEB soutient tout de même que des investissements importants ont été faits dans ces localités, des investissements qui ont permis la réalisation d'infrastructures routières, des bâtiments publics et l'éclairage public, chose qui devrait développer l'activité économique et augmenter l'assiette fiscale dans les différentes communes. Pour Youssouf Ouattara, ce résultat n'est pas atteint et il accuse les services de recouvrement. Les administrations de recouvrement, les acteurs chargés de recouvrement, ils ne se sont pas suffisamment organisés pour prendre en charge cette nouvelle donne. Parce que déjà, beaucoup de ces administrations ont des difficultés en matière de recouvrement. Et avec le 11 décembre, avec les investissements du 11 décembre, donc on a plus de contribuables, on a plus d'activités économiques. Donc il aurait fallu que ces acteurs-là s'organisent davantage pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces acteurs économiques et de ces contribuables. Donc, il y a forcément une insuffisance dans l'organisation des acteurs de recouvrement. Autre entrave à la croissance du budget des collectivités, c'est l'incivisme fiscal. Et le CIFWEB appelle à la sensibilisation des citoyens afin que chacun soit un bon contribuable. Que les élus locaux jouent ce rôle d'éducateurs, de sensibilisation et d'échange avec les contribuables pour que les gens comprennent l'intérêt de contribuer. Voilà, on parle de l'impôt, mais en réalité, il s'agit de contribuer. Parce que si vous bénéficiez d'infrastructures construites par le peuple, il est normal qu'en retour, vous puissiez donner quelque chose pour permettre de réaliser autre chose. Le directeur exécutif du CIFWEB appelle donc les autorités locales à prendre leurs responsabilités afin de mieux profiter des investissements du 11 décembre. Si l'État réalise les infrastructures, donc il revient aux acteurs locaux de s'organiser, que l'État a créé, a aidé à créer les conditions. Donc il faut que les acteurs s'organisent pour optimiser l'exploitation et l'utilisation et les retombées de ces infrastructures. Je pense sur plusieurs aspects, c'est ce qui a manqué. Il y a des infrastructures qui sont réalisées, c'est aux acteurs locaux de voir quel type d'activité économique il faut développer autour de ces infrastructures pour les exploiter davantage et s'appuyer sur ces activités pour pouvoir développer leur économie. Youssouf Ouattara invite les services de recouvrement des impôts à utiliser la nouvelle technologie afin de géolocaliser tous les contribuables, chose qui permettra de mieux suivre leurs activités et de mieux prélever les impôts. Actualité sportive dans ce journal, les Jeux Olympiques Paris 2024 se préparent déjà au Burkina. Les étalons rugby ont bénéficié d'un stage d'une semaine ces derniers jours, une opportunité de renforcement de capacité qui a été possible grâce à la Fédération burkinabé de rugby avec le soutien de l'ambassade de France au Burkina, Yassine Saoudgo. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. Et la Fédération burkinabé de rugby s'est fixé des objectifs, s'est qualifiée pour cette compétition. Pour sa présidente, vu les difficultés que connaît cette discipline, il était nécessaire pour que ce stage se tienne. Assez difficile, surtout qu'on est dans une situation où une situation sanitaire assez difficile. Il y a cet aspect. Il y a également le fait qu'on était lié à un problème, confronté à un problème d'infrastructure. Parce que les infrastructures pour le rugby, c'est toujours un luxe, c'est assez difficile. Et également, côté,
C'est vrai, on a eu le soutien de l'ambassade par rapport à ce stage, mais la fédération a dû en tout cas mobiliser certaines ressources pour pouvoir faire face parce que le coût quand même est élevé. Selon les coachs des étalons rugby, un suivi sera fait pour permettre aux joueurs de rester en forme physiquement et techniquement. Il y aura un suivi exactement, c'est ce qu'on a mis en place. On a également Zeba Traoré, burkinabé, qui est préparateur physique au Stade Toulousain depuis 20 ans, qui est venu avec nous pour la première fois cette année. On vient de mettre en place tout un suivi physique et technique individuel de tous les joueurs. Et ça va nous permettre, donc, même si une partie du staff est à l'étranger, ou du moins pas toujours ici à Ouaga ou à Bobo, où sont nos clubs les plus importants, d'avoir un contact constant et de pouvoir leur envoyer des programmes et rentrer et rester en contact avec les coachs ici sur place. Cette formation qui a permis d'évaluer le niveau des joueurs est appréciable selon les préparateurs physiques. Non, je dis que je respecte leur potentiel. Je leur ai proposé un contenu qui est à la hauteur de ce qu'ils sont capables de produire comme performance. Ça m'a permis d'évaluer aussi leurs capacités individuelles et collectives, voir les axes qu'il fallait prendre pour pouvoir progresser et se focaliser sur un axe de développement qui correspondra aux qualités des étalons rugby. Notons qu'à l'issue de ce stage, un regroupement sera fait afin de suivre les joueurs qui ont été présélectionnés. Il y aura également d'autres stages, des matchs amicaux pour parfaire la formation. Et puis enfin au Mali, 2 soldats français ont été tués samedi dernier dans une attaque. Cela fait suite à la mort de 3 militaires dans des conditions similaires. L'ancien chef de mission française auprès de l'ONU confie que le nœud du problème est la négociation, une démarche qui, mieux que les armes, permettra de mettre fin à ces attaques. Les 2 épisodes de pertes humaines au Mali ont relancé le débat sur l'engagement de la France au Sahel. 2 soldats français ont été tués samedi dernier dans une attaque à l'engin explosif, 3 jours seulement après la mort de 3 militaires dans des circonstances identiques. Le général Dominique Trinquant est l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Les forces françaises sont ici au Mali pour prouver que le problème ne vient pas des armes, mais des négociations. Ces troupes sont donc ici pour combattre aux côtés des forces africaines à la demande de leur gouvernement, pour montrer aux djihadistes qu'il n'y a pas de place pour une victoire par les armes. Mais l'histoire se soldera quand ils seront prêts à négocier avec leur propre gouvernement. L'armée française a perdu 51 soldats dans cette zone depuis 2013. Les armées africaines n'étaient pas prêtes à s'engager dans ce type de conflit. Aujourd'hui, elles ont avancé et davantage de forces spéciales européennes arrivent sur le terrain. Beaucoup de pays européens jaugeaient les menaces venues de l'Est, celles des Russes par exemple. Mais aujourd'hui, ils s'intéressent à ce qui se passe au Sud parce qu'ils y sont engagés et ils savent que nous défendons la frontière sud de l'Europe face aux djihadistes. Plus de 4000 civils ont perdu la vie à la suite d'attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, un chiffre 5 fois plus important qu'en 2016. Et voilà, c'est la fin de ce journal qui a été fourni par l'ensemble de la rédaction. Restez encore avec nous pour la suite des programmes sur votre télé. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.